Bonjour, alors effectivement, moi je travaille pratiquement en face, hein. J'ai traversé la rue ce matin. On va parler du patient obèse, le patient obèse, les risques autour du patient obèse. Vous imaginez bien qu'il y a une littérature qui est extrêmement abondante. Donc en 15 minutes, j'ai dû faire des choix, et des choix sur un peu des problématiques qui me paraissaient particulièrement actuelles. Euh, Très rapidement, vous le savez, il y a trois types d'obésité. Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Oui. Il y a trois types d'obésité qui sont calculés à partir de l'IMC. On parle d'obésité à partir d'un IMC supérieur à 30. Que ces patients ont des conséquences physiques, donc avec des comorbidités, bien entendu, on va y revenir, c'est ce qui nous préoccupe dans la prise en charge, et puis également des conséquences psychologiques qui sont probablement très importantes. Ça nous concerne, et c'est pour ça qu'on a programmé ce topo, et que dans ce papier récent, 47% de la population en France est en surpoids, 17% de la population est considérée obèse, et donc c'est un sujet qui cliniquement est très pertinent. Alors quand on parle de risque en obésité, risque lié à la prise en charge du patient obèse, on tombe tout de suite sur quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, qui est l'obésity paradoxe. C'est quoi l'obésity paradoxe? C'est le fait que toutes les grandes séries de morbimortalité sur la prise en charge du patient obèse ont retrouvé une absence de surmortalité dans cette population. Et c'est d'où le terme paradoxal. Vous le voyez ici dans ce travail, 140 000 patients. L'incidence de complications, elle est un peu élevée quand on passe, un peu plus élevée quand on passe au-dessus d'un BMI à 40, mais la mortalité, vous le voyez, la mortalité, elle n'est pas significativement différente en fonction de l'IMC. Alors, ce paradoxe a fait couler beaucoup d'encre. On peut trouver des explications naturellement physiopathologiques. Et puis, surtout, ce qui apparaît le plus pertinent actuellement, c'est de différencier les types d'obésité avec ces différents phénotypes, et notamment ce phénotype androïde. Vous le voyez, c'est de l'obésité abdominale. Et quand on fait ça, eh bien, on se rend compte que sur la mortalité, vous voyez encore, c'est la série du N-SKIP, de 310 000 patients, on retrouve ce paradoxe sur la mortalité de l'obésité, et même de l'obésité morbide. Il y a plutôt une mortalité diminuée. En revanche, quand on isole cette population avec de l'obésité métabolique, cette obésité de la taille, et d'ailleurs elle se mesure sur la circonférence abdominale, eh bien à ce moment-là, on a une surmortalité qui est importante. Donc toutes les situations d'obésité ne sont pas exactement les mêmes, et toutes ne portent pas les mêmes risques. Il n'empêche qu'à partir du moment où on a une population qui a un BMI supérieur à 35, eh bien, on va être confronté à la prise en charge de toutes ces comorbidités, d'où ce risque particulier. Vous voyez, 50% d'hypertension artérielle, 30% de diabète dans cette population. Et ce chiffre de 35, il vous permet, juste au passage, de coter ASA3, donc c'est vraiment quand même lié à un risque accru, et qu'à partir du moment où on a un IMC supérieur à 35, on est systématiquement ASA3. Alors je vous l'ai dit, il y a énormément de littérature sur le risque du sujet obèse. Je vous renvoie à ces revues générales de l'équipe de Montpellier qui sont extrêmement complexes, extrêmement bien. On a beaucoup focalisé pendant de nombreuses années sur les problèmes d'oxygénation et d'intubation chez ces patients-là. Je considère qu'actuellement, le problème, que ce soit avec les vidéolaryngoscopes, que ce soit avec les techniques de pré-oxygénation dont on dispose, le problème n'est plus, en tout cas, celui qui est mis en avant. Il y a autre chose, bien sûr, les problèmes d'accès veineux,
les problèmes pharmacologiques avec cette attention particulière qui doit être liée à la prescription d'opiacés, les problèmes de position extrêmement importants avec une vérification des points d'appui, les risques thromboemboliques, on en parlera, et bien sûr une stratégie analgésique qui est empreinte de cette crainte constante de la dépression respiratoire chez ces patients-là. Alors de quoi on va parler très rapidement? On va balayer ça, on va revenir un peu sur ce fameux syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on va voir si la préparation apporte quelque chose, on va envisager la place de l'oxygénothérapie nasale à haut débit, et bien entendu, le sujet dont tout le monde parle actuellement chez le patient obèse, c'est l'OFA. Puis on terminera par la présentation des recommandations actuelles. Alors, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on en a parlé pendant des dizaines d'années sur le patient obèse. Vous savez que ça va très vite, hein, vous le voyez sur les critères. Vous connaissez, je pense, ce score Stop Bang qui définit un risque d'apnée du sommeil. Et beaucoup de littérature a été centrée sur ce problème depuis très longtemps. Avec donc ça traîne dans toutes les revues générales, des comorbidités importantes associées à ce syndrome d'apnée du sommeil qu'il faut continuer à rechercher chez tous les patients obèses. Mais les choses ne sont pas si simples, et vous le voyez ici, dans ce travail de 2016. Hein. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de littérature. Le nombre d'études classées en fonction de leur impact, soit bénéfice, soit absence de bénéfice, sur le paramètre outcome. Et vous voyez que les choses ne sont pas si simples, les résultats sont extrêmement controversés, et il y a de très nombreuses études qui finalement, contrairement à ce qu'on a dit pendant très longtemps, ne montrent pas d'impact direct en termes de gestion des risques sur la présence de syndrome d'apnée du sommeil. Vous voyez qu'il y a même des études où il semblerait, un impact bénéfique. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que ce qu'on appelle syndrome d'apnée du sommeil n'est pas toujours la même chose et qu'il y a une entité qui nous intéresse particulièrement, qui est l'OHS, Obesity Hypoventilation Syndrome. C'est une obésité métabolique avec une hypotension et une hypercapnie permanente. Ces patients, ils sont très différents. Ils ont bien entendu des scores d'apnée, un score Stop Bang qui les qualifie d'apnée du sommeil, mais ce ne sont pas les mêmes patients. C'est des patients qui sont beaucoup plus lourds. On les dépiste avec ce fameux score Stop Bang, mais aussi avec une mesure de la SpO2 qui est souvent basse, hypoxémique à l'air, et une mesure des bicarbonates plasmatiques. Donc ces patients-là, ils sont différents. Si vous les prenez en charge pour une chirurgie normale, eh bien, il va falloir, enfin non bariatrique, je veux dire, il va falloir faire des examens de polysomnographie, mais aussi probablement étendre le bilan cardiaque, puisqu'ils ont très fréquemment des signes d'hypertension artérielle pulmonaire, on va en reparler par la suite, mais qui nécessitent un bilan complémentaire. Donc vous voyez, le screening, c'est le Stop Bang, et peut-être chez ces patients-là, quand on suspecte, aller un peu plus loin en faisant un dosage de bicarbonate. Autre question, un peu à la mode, puisqu'on parle beaucoup de préhabilitation en ce moment, dans tous les domaines. Est-ce que ça sert à quelque chose de les préhabiliter, de les préparer à l'intervention? Vous voyez que dans ce travail, c'était très peu de temps, 15 jours, et en 15 jours, ils incitaient ces patients à faire un petit régime, ils perdaient 4 kilos, presque 5 kilos, ce qui n'est pas énorme. Eh bien, sur l'incidence de complications à J30, dans cette série, il y avait une différence significative. En plus, l'intervention était jugée plus facile par le chirurgien sur une échelle EVA. Et donc, on a l'impression que même sur un temps très court et sur des objectifs qui sont quand même, on va dire, modestes, eh bien, il peut y avoir un impact positif. On peut aller beaucoup plus loin, en faisant de la vraie préhabilitation, c'est-à-dire de l'exercice physique,
excusez-moi, ça passe, de l'exercice physique, d'une préparation nutritionnelle et un support psychologique. Dans cette population, vous le voyez dans ce travail, ça a été très efficace, mais sur un temps beaucoup plus long, 12 semaines, ils arrivent à perdre du poids. Vous voyez que même l'incidence d'hypertension et de diabète est considérablement diminuée. Et tout ça se traduit par une réduction significative de pratiquement toutes les complications chez ces patients-là, dont des critères forts, dont la mortalité. Donc probablement, ces patients-là bénéficient, comme tous les autres, mais peut-être un peu, de façon un peu particulière, de la préhabilitation. Et en tout cas, ça vaut le coup, et ça vaut le coup quand on peut se permettre d'attendre. Vous voyez que le délai, là, c'était 12 semaines. Alors bien entendu, ce qui a aussi changé nos pratiques, c'est l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Je pense que vous êtes maintenant familiarisé avec cette méthode d'oxygénation. Et vous voyez que chez le patient obèse, ça peut être très intéressant. Ici, c'est des patients avec des vrais, hein, avec des BMI supérieurs à 40. Le protocole, vous voyez, était très simple. Une préoxygénation, c'était masque à oxygène avec 15 litres par minute versus oxygénothérapie nasale à haut débit, préoxygénation de 3 minutes, anesthésie générale avec curarisation, et ensuite on attendait 18 minutes où on observait la saturation capillaire en oxygène. C'était soit 18 minutes, soit une saturation qui passait, excusez-moi, qui passait en dessous de 92%. Eh bien, vous voyez que le système d'oxygénation nasale à haut débit a été plus efficace que l'oxygénation au masque, avec un nombre de désaturation significativement inférieur et un risque, ici représenté par ce chiffre de risque, nettement inférieur à avoir une désaturation. Vous voyez ici la proportion de patients qui ont tenu, et vous voyez que dans le groupe oxygénothérapie nasale à haut débit, ils ont pratiquement tous tenu les 18 minutes d'apnée après l'induction anesthésique. Donc quelque chose qui est quand même intéressant et qui probablement apporte, ça je vais passer, apporte vraiment. Pour le post-op, pareil, ça peut, cette technique d'oxygénation nasale à haut débit peut apporter un bénéfice significatif aux patients. On en vient à la question sur l'OFA. La question sur l'OFA, elle est de toute façon intéressante, que vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Ça interroge nos pratiques et il est quand même probable que ça puisse apporter quelque chose aux patients. Ici, en 2022, une méta-analyse de 8 études randomisées contrôlées, 318 patients, avec le bénéfice des stratégies où l'emploi de dérivés opiacés en péropératoire est évité. Donc l'OFA permet une diminution significative de la douleur en salle de réveil, donc au moment de la récupération immédiate, une diminution des consommations de morphine et une diminution, et ça c'est constant, on le retrouve dans toutes les études, du risque de nausée, vomissement post-op en salle de réveil. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été jusqu'à H24. Là, il y a un tout petit bénéfice qui est significatif, mais statistiquement significatif, mais enfin cliniquement qui n'est pas énorme sur la douleur. Pas de bénéfice sur la consommation de morphine. Vous voyez que finalement, sur les 24 premières heures post-opératoires, la consommation de morphine des patients ne diffère pas. Et un chiffre de QOR, de qualité de réveil, qui n'est pas différent entre les patients qui ont bénéficié de l'OFA et ceux qui ont eu une prise en charge avec des opiacés, on va dire une prise en charge plus traditionnelle. Cette étude, je vous la montre, elle vient de sortir, elle est extrêmement intéressante. Elle compare, donc chez les patients d'obésité de classe 3, elle compare une stratégie OFA avec une stratégie utilisant des opiacés, mais on va dire
où les auteurs ont additionné, vous voyez que tous les patients bénéficient de lidocaïne et de kétamine. La seule différence, c'est que dans ce groupe OFA, ils vont avoir dans un groupe de l'adexmédétomidine et dans l'autre groupe des opiacés, morphine et rémifentanil. Eh bien, cette étude, elle est négative. Je vous la montre puisque je pense que c'est intéressant d'avoir cette notion que les choses sont encore controversées, que ça n'est pas si simple. Il y a des gens qui y croient beaucoup, ils s'appuient sur des études positives, des gens qui y croient moins. Et on voit dans ce travail méthodologiquement extrêmement solide que les choses ne sont pas si simples. Aucune différence sur la consommation d'opiacés, pas ou très peu de différence sur la douleur au réveil. La seule différence que l'on retrouve, et ça c'est constant dans tous les travaux qui se sont intéressés à l'OFA, c'est une réduction significative de l'incidence de nausées, vomissements post-op. Pas d'impact. Encore, on retrouve la même chose, pas d'impact sur la qualité de réveil. Vous savez que le QR40, c'est un score très vaste qui balaye beaucoup de champs de qualité de réveil. Aucune différence entre les deux groupes. Bien sûr, l'OFA s'accompagne d'une réflexion un peu poussée sur la prise en charge de la douleur chez ces patients. Ce n'est pas facile, puisque ces patients ils ont une augmentation des seuils douloureux, une plus grosse consommation de morphine. Ce qui apparaît également dans des travaux récents, c'est qu'ils ont un risque beaucoup plus important de consommation chronique. Vous savez, cette fameuse crise des opiacés aux États-Unis, et en France également. Il semble que ces patients en situation d'obésité y soient particulièrement exposés et une plus forte incidence de douleurs chroniques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas modifié par la perte de poids, ce qui ouvre la porte vers des recherches sur des facteurs génétiques ou socio-environnementaux. Je finis avec des recommandations de 2024 qui viennent de sortir, celle-là sur l'antibioprophylaxie et qui change un peu notre façon de faire. Vous voyez, il n'est probablement pas recommandé d'augmenter la dose unitaire de céphalosporine en antibioprophylaxie chez le patient obèse, sauf avec un IMC supérieur à 50. Donc je vous renvoie à cette conférence de consensus. Pareil pour la maladie thromboembolique veineuse, la prophylaxie thromboembolique 2024, ça vient de sortir également. Et vous voyez que là aussi les choses changent un peu. Chez les patients présentant une obésité de classe 1 ou 2, c'est-à-dire un IMC entre 30 et 40, et nécessitant une thromboprophylaxie pharmacologique, il est proposé d'utiliser un schéma posologique standard. Et ça, eh bien ça change un peu notre façon de faire. En tout cas, nous, on ne faisait pas ça avant. Donc, ces recommandations qui viennent de paraître vont avoir certainement un impact. Positionnement de la compression pneumatique intermittente chez les patients d'obésité de classe 3, c'est-à-dire un BMI supérieur à 40, opérés d'une chirurgie à risque thromboembolique majeur. Je finis avec ce qui va nous empoisonner dans les années qui viennent, c'est-à-dire ces agonistes des récepteurs GLP1 que l'on donne pour contrôler l'obésité, qui ont tout un tas d'impacts, dont celui d'avoir un effet positif sur l'amaigrissement et vous le voyez ici, une réduction de la vitesse de vidange gastrique. Sur ce rapport, vous voyez que les choses durent longtemps après une prise de ce médicament. Eh bien, la prévalence de patients avec un estomac jugé plein, il dure jusqu'à 6 jours après la prise du médicament. On pourra en discuter. C'est quelque chose qui vraiment va nous impacter et impacter nos pratiques dans les années qui viennent. Ça va nous pousser à développer l'évaluation du volume résiduel gastrique par écho et qui va peut-être en tout cas répondre à certaines questions sur la vacuité gastrique. Donc en conclusion, il y a beaucoup de problèmes chez ces patients-là qui ont été réglés, notamment les problèmes d'accès aux voies aériennes et d'oxygénation. Les risques concernent les situations d'obésité de classe 3 en syndrome métabolique, comme je vous l'ai dit, et ça c'est quelque chose qui rajoute
une surmorbidité importante. Il faut distinguer le simple syndrome d'apnée du sommeil et ce qu'on a appelé le syndrome d'hypoventilation. L'intérêt de l'OFA, il est discuté, et attention à ces nouveaux médicaments agonistes GLP-1. Je vous remercie de votre attention.